Africains, je vous salue. Je vous salue dans le continent natal de l'homme, et vous qui, Africains dispersés des Amériques, du Nord et du Sud, Africains de l'océan Atlantique, Africains d'Europe et d'Asie, vous qui êtes dans l'océan Indien, soyez salués. Où que vous soyez, Africaines, Africains, soyez salués. Ici en France, depuis mon oratoire de Normandie, ce soir, je vous informe que M. Emmanuel Macron, président sortant de la République française, président provisoire, éjectable et bientôt éjecté de la tête de la République française, depuis plus de 4 ans, s'acharne à persécuter un modeste, humble professeur de philosophie de province, nommé Franklin Nathan Nyamsi, et connu sous le nom de Franklin Nyamsi Wa Cameroun, Wa Africa. Depuis plus de 4 ans, j'ai M. Macron sur mon dos. Et je voudrais vous rappeler les grandes étapes de cet acharnement et de cette persécution, afin que nul n'en ignore. Ce sera l'objet de la première partie de mon propos. Car la mémoire sauve, le rappel sauve l'âme. Il faut que vous sachiez pourquoi Emmanuel Macron me traque. Et maintenant, il est allé très loin, jusqu'à commencer à persécuter ma famille. Donc, mes enfants mineurs de 5 ans et de 12 ans. Emmanuel Macron s'est permis de faire mettre la main de la police sur le corps de mes enfants de 5 ans et de 12 ans, mes enfants mineurs. À mon retour du Mali, la police s'est permis d'arrêter mes enfants, de me séparer de mes enfants, de toucher au corps de mes enfants. Parce que Macron a donné des consignes particulières à propos des conditions dans lesquelles, eh bien, mon arrivée et mes sorties de France doivent se dérouler. Il a franchi le Rubicon. Lui qui n'a pas d'enfant. Et donc, je vais parler ce soir d'une manière telle que toute personne qui est douée d'humanité comprenne que ce président est le pire que la 5e République française aurait pu connaître. Le pire. Et vous comprendrez pourquoi je suis d'accord avec le peuple français que M. Emmanuel Macron doit être destitué. Non pas simplement pour ses nuisances envers les peuples africains, envers les Africains de France, dont je suis, mais parce qu'il est dangereux pour la France, mauvais pour la France. C'est le pire président de la 5e République française. C'est de lui que je vous parle ce soir. Et je vous parlerai de lui sans phare et sans gants, pour qu'il ne dise pas qu'il ne sait pas ce que je pense de lui. Parce que c'est trop facile de persécuter les gens en pensant qu'ils ne vont pas vous dire votre fait. Moi, je fais partie de ces hommes qui, sur cette planète, n'ont pas peur de dire leurs faits à leurs pires ennemis. Parce que j'ai choisi de servir de toutes mes forces la vérité et la justice et la solidarité humaine. Donc, M. Macron ne pourra pas empêcher que j'ai dit ce que j'ai déjà dit. Et que ce que j'ai dit se vérifie. Tous les jours. Que je sois là ou pas. Donc, je vais vous dire. Je vais rappeler à ceux qui ne savent pas ce qui se passe. À ceux qui ont écouté discrètement ce qui se passe. Ce que M. Macron a fait. De 2021 jusqu'à maintenant. Puis, dans un deuxième moment, je vais évoquer en particulier le dernier épisode, la convocation saugrenue, à laquelle demain, je dois répondre, entouré de mes avocats, un collectif intrépide, dirigé par Maître Ndjifutao Woshawo Aboubekr, Alexis Ihou, Sylvain Senda, et je voudrais saluer ici tous les autres avocats qui ont rejoint le collectif. Je vais ici regarder la liste et les citer in extenso. Ces frères et sœurs en humanité qui se sont joints à la bataille de la vérité devant l'acharnement d'Emmanuel Macron et de son régime contre moi. Acharnement qui a traversé les limites du tolérable en s'attaquant désormais à ma famille et qui pisait encore à mes enfants mineurs. Il a franchi toutes les limites.
Et il faut lui répondre. Et il faut qu'on lui dise ce qu'on pense de sa manière de faire. Et il faut que la terre entière sache ce qu'il fait. Et dans la dernière partie de mon propos, je vais dire comment je vais me défendre. Et je vais dire aux Africains ce que j'estime être leur devoir au regard de ce que M. Macron cherche contre moi et tous les Africains de France. Parce qu'en fait, derrière moi, à travers moi, c'est à l'ensemble des Français d'origine africaine que Macron s'adresse. À travers la persécution qu'il concentre sur moi, c'est un message subtil, mais violent, brutal, que cette élite oligarchique corrompue, incarnée par M. Macron, est en train d'adresser aux Français citoyens d'origine africaine. Et il faudra qu'ils comprennent bien le message. Que les Français originaires des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer sachent que c'est à eux que Macron parle depuis un moment. Son attitude envers Kémy Séba, son attitude envers Nathalie Yamb, son attitude envers moi est un message aux Noirs français, citoyens français. Et il faut que ce message soit reçu 5 sur 5 et que personne ne reste se plaindre parmi ceux qui ont adopté et qui ont choisi la lâcheté comme mode de vie. Ne vous plaignez pas, car le malheur que Macron nous destine vous frappera, vous et vos descendants. Parce que vous vous étiez tus quand nous vous avertissions que c'était vous qui étiez la cible. Alors je voudrais commencer par remercier les avocats qui se sont vraiment joints à moi depuis maintenant plusieurs années. Je voudrais saluer Maître Ndjifutawo Woshawo Aboubekr, un grand fils du Cameroun, qui a mobilisé depuis maintenant plusieurs années avec lui des grands fils de l'Afrique. Maître Alexis Ihou. Alors, Maître Ndjifutawo Woshawo Aboubekr est avocat des barreaux de Lille et de Bruxelles. Maître Alexis Ihou, grand fils du Togo, est avocat au barreau de Lille. Il m'accompagne maintenant depuis plusieurs années et a vécu plusieurs des péripéties de la persécution de Macron contre moi. Qu'il soit salué, que son cabinet soit rempli, parce que ce sont des avocats qui servent authentiquement le droit et qui plus est, qui ont une fibre profonde pour l'émancipation de l'humanité africaine. Je salue sur la place de Londres une avocate panafricaniste qui s'est révélée par ses engagements forts ces dernières années pour la justice réparatrice, Maître Corinne Jeanne Elé Atangan, dont vous avez écouté le message vibrant de défense du serviteur de l'Afrique des libertés. De revendication du droit des Africains de dire ce qui est injuste envers eux sur toute la terre, sans phare ni restriction mentale. Je la salue. Je salue un grand fils du Congo, Maître Sylvain Senda, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, qui spontanément s'est mobilisé il y a maintenant plus de 2 ans et a rejoint le collectif des avocats de ma défense. À partir de son expérience de fils de la résistance congolaise, son expérience de défenseur des opprimés en tout pays, ce serviteur de Thémis, que dis-je, de Mahat, constitue aujourd'hui l'un des piliers de ma défense. Qu'il soit salué et à travers lui le grand peuple africain du Congo. J'en profite pour féliciter son fils qui s'est marié en Sicile il y a quelques jours. Que le Tout-Puissant bénisse ce mariage avec sa femme italienne. Je voudrais saluer Maître Geoffroy Balonga, avocat au barreau de Paris, autre fils du Congo qui s'est mobilisé spontanément. Je voudrais remercier Maître Songué Balouki du barreau de Marseille,
Maître Mawaba Songhé Balouki, du barreau de Marseille qui s'est levé par elle-même, qui s'est spontanément constituée, s'est mise en mouvement dans l'espace pour venir participer à la défense de quelqu'un qui défend la juste cause des peuples africains opprimés et la dignité, la respectabilité des Africains de tous les continents. Je voudrais saluer Maître Taboula Mbeko, avocat au barreau de Bobigny, qui a accepté aussi d'apporter ses modestes lumières à la défense de notre juste cause commune, celle de la souveraineté de l'Afrique, celle de la dignité, de la respectabilité des Africains sur tous les continents. Je voudrais enfin remercier Maître Daniel Babin, avocate au barreau de Paris, qui, elle aussi, excellente connaisseuse des causes justes africaines du continent natal de l'homme et des diasporas, a accepté spontanément de se joindre au collectif qui, au moment où je vous parle, est constitué de 8 avocats expérimentés et intrépides. C'est avec ces hommes et ces femmes de robe, ces serviteurs de la vérité et justice, ces serviteurs de maths, c'est avec eux que je me rendrai demain, à partir de 10 h, à la énième convocation de la police politique de M. Macron. Maintenant, sans plus tarder, je commence avec la première partie de ce programme. Je veux vous rappeler quel est le problème que j'ai depuis 2021 ici en France. Le problème que j'ai depuis 2021, c'est que M. Macron a nommé à un moment donné un nouveau type d'ambassadeur, un ambassadeur chargé de la diplomatie publique de la France. En fait, cet ambassadeur était chargé de la surveillance des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que le gouvernement français s'est rendu compte que les Africains ne s'abreuvaient plus aux sources uniques de RFI, de France 24, de Jeune Afrique, de TV5, de l'AFP, pour ce qui concerne les orientations, les idées et l'actualité politique africaine. Ils se sont rendus compte que les Africains sont désormais sur les réseaux sociaux, où ils écoutent les militants, les activistes, les intellectuels politiques, les influenceurs, eh bien, de toutes origines africaines, de toute extraction, vivant en Afrique et hors d'Afrique. De telle façon que si vous faites une étude de l'audience, ou plutôt, si vous faites une étude des personnalités ou des voix ou des médias qui influencent les opinions en Afrique, vous vous rendrez compte que RFI, France 24, LCI, BFM TV, ils sont passés derrière, alors qu'avant ils étaient devant. La Voix de l'Amérique, la Deutsche Welle, BBC, tout ça est passé derrière, alors que pendant tout le XXe siècle, et même le début du XXIe siècle, ce sont les médias occidentaux qui faisaient l'opinion africaine. Désormais, l'opinion africaine, elle est faite sur les réseaux sociaux africains, notamment par des leaders intellectuels, politiques, activistes, militants, influenceurs panafricanistes. Et elle est faite par les gouvernements panafricanistes révolutionnaires, notamment les gouvernements panafricanistes révolutionnaires ouest-africains qui ont constitué l'Alliance des États du Sahel et la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Donc en fait, ils sont partis d'un constat. Le constat de leur défaite communicationnelle. Le constat de leur défaite dans le chantier à partir duquel ils contrôlaient le mental africain. Le chantier de l'information. Une fois que M. Macron, en 2021, s'est fait remonter des fiches analytiques par ses équipes, par les différents ministères de son gouvernement, qui lui expliquaient que si la France était en perte d'influence en Afrique, c'est parce que la France avait perdu le contrôle mental des Africains. Puisque les médias classiques français, occidentaux en général, ne déterminent plus l'opinion des Africains, alors M. Macron et son administration politique ont décidé de mener une guerre informationnelle. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron. Une guerre informationnelle. Ce sont les mots qu'Emmanuel Macron utilise dès 2021.
Et tous ces ambassadeurs se mettent à utiliser ces mots. Ils vont mener une guerre informationnelle ayant 3 objectifs. Le premier objectif, c'est de répliquer à ceux qui dominent désormais l'actualité. C'est-à-dire, en fait, répondre au leadership militant, activiste, intellectuel et politique panafricaniste. Deuxièmement, éliminer autant que possible les voix qui obstruent RFI, les voix qui empêchent qu'on écoute France 24, les voix qui empêchent qu'on écoute TV5, qui empêchent qu'on écoute France Média Monde en Afrique. Les voix qui font que désormais, ce n'est plus BBC, ce n'est plus CNN, ce n'est plus la voix de l'Amérique, ce n'est plus la Deutsche Welle qui domine dans le mental des Africains. Il va falloir les attaquer et les détruire, ces voix. Et là, l'une des officines du régime Macron, la fameuse école de guerre économique, a produit un document de plus de 200 pages, dans lequel il a été dit que les principaux animateurs de l'éveil panafricaniste, de la révolution africaine, ceux-là même qui veulent le retrait total des troupes néocoloniales françaises du sol africain, l'abolition de la monnaie néocoloniale du franc CFA, la fin de l'ingérence française, européenne, occidentale, l'ingérence étrangère dans les choix des dirigeants africains et la fin de la répression intellectuelle de l'Africain à travers l'idéologie de la démocratie et la propagande des droits de l'homme, tous ceux qui se battent pour ce programme doivent être attaqués personnellement. C'est écrit dans le document de l'école de guerre économique, subventionné par le gouvernement français. Il est écrit que ceux qui défendent le programme de l'émancipation africaine, qui se trouve être le programme de l'Institut de l'Afrique des libertés, et le programme de toute mon œuvre, que ce soit mon œuvre littéraire, mon œuvre philosophique, mon œuvre d'essayiste politique, mon œuvre d'intellectuel politique, ou même de militant, elle est axée autour de ces 4 points que j'ai martelés depuis plus de 30 ans. Depuis mes 18 ans, ces 4 points constituent l'essentiel de mon discours. Retrait de toutes les troupes d'occupation néocolonialiste et impérialiste du sol africain, abolition de la monnaie néocolonialiste du CFA, fin de l'influence des puissances étrangères dans le choix des dirigeants africains, fin de l'ingérence, et puis renaissance culturelle africaine sur la base de la revalorisation des langues africaines, de la revalorisation des paradigmes politiques, éthiques africains dans l'invention institutionnelle. Ce programme-là pour lequel j'ai écrit plusieurs livres, maintenant pratiquement 32, il y en a un qui sort là, à nouveau sur le Cameroun, pendant ce mois, et un autre qui va sortir sur l'engagement panafricaniste, eh bien, du leader de Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Bref, j'écris en permanence depuis pratiquement mes 18 ans, je produis. Alors, l'audience que mes livres ont eue m'a valu d'être cité dans tous les rapports qui sont tombés sur la table de M. Macron, notamment à partir de 2021. C'est-à-dire que chaque fois qu'on veut lui dire pourquoi la politique française ne s'impose plus en Afrique comme avant, on lui fait une liste de noms, mon nom sort toujours. On lui dit, voilà, ils n'écoutent plus RFI, les Africains, ils n'écoutent plus BBC, ils ne lisent plus la feuille de chou de Jeune Afrique, ils s'en foutent de ce qui est écrit dans Le Monde. Le JDD peut écrire s'il veut, Paris Match, ils n'en ont rien à cirer. Les Africains, le monde diplomatique, tout ça, ils n'en ont rien à foutre. Les Africains écoutent maintenant des leaders d'opinion africains quand ils n'écoutent pas les chefs d'État révolutionnaires ouest-africains, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré ou Abdourahmane Tiani, ben, ils écoutent Kémy Seba, ils écoutent Nathalie Yamb, ils écoutent Mohamed Konaré, ils écoutent Egunchi Behanzin, ils écoutent Bandakani, ils écoutent Afrique Média. On cite les noms. Mon nom sort toujours. Dans les fiches de Macron, chaque fois qu'il ouvre une fiche, je pense que mon nom sort minimum 3e nom. C'est-à-dire qu'avant qu'on arrive au 3e nom, Niamsi, Franklin Niamsi, professeur agrégé de philosophie à Rouen, docteur en philosophie, citoyen français depuis 2002, mon nom sort. Donc il faut que vous sachiez d'où ça vient. Voici quelqu'un qui écrit des livres depuis pratiquement 25 ans. Personne ne l'a vraiment empêché d'écrire ces livres depuis 25 ans. J'ai presque publié 70% de mes livres à partir de Paris.
critique de la tragédie camerounaise, réflexion pour une politique africaine civile. Tant que je n'étais pas suffisamment écouté, tant que je n'étais pas suffisamment vu, tant que je n'étais pas suffisamment lu, compris, repris, tant que je n'inspirais pas suffisamment les Africains, on m'a tranquillement ignoré. Donc, à partir de 2021, M. Macron fait la conclusion suivante. Si la France est en perte d'influence en Afrique, c'est la faute des militants panafricanistes, des intellectuels panafricanistes, des activistes panafricanistes. Et c'est cette conclusion qui lui est apportée sur la table par son ministre des Affaires étrangères d'alors, Jean-Yves Le Drian. C'est cette conclusion qui lui est apportée sur la table par son chargé de la diplomatie publique en Afrique, qui s'appelle Sylvain Ité. C'est cette conclusion qui est apportée à M. Macron à cette époque-là par la plupart de ses ambassadeurs, comme celui qui était à l'époque ambassadeur de la France en République centrafricaine, Jean-Marc Gros-Gurin. C'est cette conclusion qui lui est ramenée également par tous les amis dictateurs de M. Macron en Afrique, comme Alassane Dramane Ouattara en particulier, qui lui a rédigé quantité de mandats d'arrêt internationaux qu'il a adressés à tous les pays possibles pour espérer que l'un d'eux me kidnappe et me livre à lui pour qu'il me tue. Les dictateurs africains, à la tête desquels Alassane Dramane Ouattara, n'ont pas arrêté, au moins depuis le 2021, d'écrire des rapports et de les envoyer sur la table de Macron avec mon nom. Ah mais oui, Emmanuel, ça serait pas mal vraiment que vous vous occupiez de celui-là parce qu'il vraiment c'est pas possible. À lui tout seul, il me crée tous les problèmes. Il me tourne en dérision, il a inventé une émission qui s'appelle Le Téléphone Rouge, il imite ma voix. Non, mais Emmanuel, faites quelque chose. Ouattara a écrit des tonnes et des tonnes. Il a même écrit des fiches rouges qu'il a adressées aux autorités britanniques, espérant que les Britanniques m'arrêtent, me mettent dans un avion quelconque et me fassent atterrir à Abidjan pour qu'ils me recueillent et me tuent. Parce qu'Alassane Ouattara ne connaît pas conjuguer beaucoup de verbes, en dehors du verbe tuer. Donc, il faut que vous sachiez d'où ça vient. Ça vient du fait que vous, Africains du continent, Africains des diasporas, avez enfin entendu la voix du Tout-Puissant, la voix de nos ancêtres angélisés, la voix de nos héros abandonnés, ceux qui se sont battus dans les siècles précédents pour que nous, les Noirs, partout sur la terre, nous soyons respectés. Vous avez commencé à écouter leur voix qui parle à travers ceux d'entre nous qui ont pris conscience de la nécessité du combat. Parce que vous avez commencé à nous écouter. Parce que vous avez repris confiance en vous-même. Parce que des révolutions opèrent avec le renvoi des troupes françaises du Mali, le renvoi des troupes françaises du Niger, le renvoi des troupes françaises du Burkina Faso. Parce que tout ce que vous croyez impossible est devenu possible. Grâce à ce renouvellement de la volonté des Africains de se faire respecter, M. Macron est parti du principe que pour mettre fin à ce processus de dégringolade du précaré français, de dégringolade de la puissance française, il fallait écraser les voix africaines qui portent et promouvoir les voix africaines qui trompent, les voix africaines qui tremblent, les voix africaines qui n'ont pas le courage de la vérité. Il a voulu promouvoir ces voix africaines mensongères, ambiguës, lâches, ces voix africaines mollassonnes à travers le fameux sommet de Montpellier. Mais les Africains s'en sont rendus compte. L'Afrique tout entière s'est moquée de ce sommet, qui était en réalité une réunion d'individus consentants à la continuité sous une forme ou une autre de la domination, qu'ils demandaient simplement à rendre un peu acceptable. Devant l'échec de sa tentative de promouvoir les mollassons d'esprit, les lâches, les hypocrites, les ambiguïstes, les aventuriers, et de les imposer comme étant les meilleurs représentants de la militance africaine, de l'intelligentsia africaine, les meilleurs représentants de l'élite politique africaine. N'ayant pas réussi à le faire, M. Macron est passé à la méthode sévère. Il a décidé de nous casser la gueule. Voilà comment il a interdit l'accès du territoire français à Nathalie Yam. Voilà comment il a fait retirer la citoyenneté française, la nationalité française à Kémy Séba. Et voilà comment, pour ce qui me concerne, il a décidé, parce qu'il avait affaire à une situation dans laquelle le sujet se défend par les voies du droit.
en France. Je ne suis pas le premier citoyen venu. Je suis quelqu'un qui connaît ses droits. Et qui s'est toujours entouré, dès que ses droits ont été violés, s'est toujours entouré des spécialistes du droit pour se défendre. Donc là, par exemple, je vais à ma convocation demain avec 8 avocats. J'ai toujours fait cela. Je me suis toujours donné toutes les chances de faire valoir le droit lorsque l'on piétine mes droits. Donc, face à quelqu'un comme moi, Emmanuel Macron a décidé, avec ses services, de mettre en place une stratégie en plusieurs cercles. D'abord, le harcèlement dans le cadre professionnel. Alors que dans ce cadre professionnel, je n'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit. Emmanuel Macron m'a fait convoquer par les services du rectorat de Rouen pour m'ordonner d'arrêter de critiquer la politique africaine de la France. Rendez-vous compte, dans le cadre professionnel, où vous n'êtes coupable d'aucune faute, on vous convoque pour vous donner des injonctions sur votre comportement comme citoyen. Du jamais vu. Je n'avais jamais cru qu'on pouvait en France convoquer dans le cadre professionnel un professeur qui n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses fonctions pour lui dire que ses opinions politiques dérangent. Dans ce pays de Voltaire, dans ce pays de Victor Hugo, dans ce pays de Sartre, je ne pensais pas que cela m'arriverait une seule fois. Les bras m'en tombaient au mois de mai 2021. Quand le secrétariat général du rectorat de l'Académie de Rouen, qui s'appelait à l'époque Académie de Rouen, maintenant il s'appelle Académie de Normandie, me convoque, et le secrétaire général adjoint de l'époque, M. François Fauzel, me dit « On ne vous connaissait pas. Paris nous a appelés et nous a demandé de vous dire de cesser vos critiques de la politique africaine de la France. » Je lui ai dit « Mais monsieur le secrétaire général adjoint, vous n'avez pas vocation à faire la police de mes opinions. Dites-moi si ici, dans ce rectorat, il y a désormais une cellule chargée du suivi des opinions des professeurs quand ils sont hors de l'exercice de leurs fonctions. De quel droit venez-vous me dire ici, dans ces bureaux de l'Académie de Rouen, ce que moi, Franklin Nyamsi, j'ai le droit de dire quand je suis chez moi. Alors même que je ne suis pas en train de parler de ce que je fais en tant que professeur, je ne parle pas du fonctionnement de l'éducation nationale. Je comprendrais encore à la limite que vous me disiez que je viens parler du fonctionnement de l'éducation nationale, et de mon enseignement au lycée ou de mon enseignement à l'université. Je comprendrais que mon enseignement en classe préparatoire, éventuellement, si je viens en parler ici devant tout le monde, eh bien, à ce moment-là, vous me disiez, attention, vous avez quand même une obligation de réserve liée à cela. Mais vous me parlez de mes opinions à propos de la politique africaine de la France. En quoi ça vous concerne? Bon, le type me regarde et il essaie de voir s'il peut me menacer. Je lui dis, mais écoutez, je suis imperméable aux intimidations. En quoi ce que je pense, moi, Franklin Nyamsi, en tant que citoyen, en tant que philosophe, en tant qu'intellectuel, en tant qu'écrivain, en quoi ce que je pense vous concerne? Est-ce que vous, ici, fonctionnaire de l'administration rectorale, avez vocation à me dire ce que je dois penser? Il me dit, non, je dois vous dire que vous devez vous exprimer avec une certaine modération. Je lui dis, mais qui est le baromètre de la modération? Quelqu'un qui tire, comme M. Sarkozy, le 9 novembre 2004, sur plus de 60 Ivoiriens qui les fait tuer par l'armée française. Je dois l'appeler criminel ou pas? Quel est le mot qu'on utilise pour désigner un dirigeant français qui est le chef suprême des armées lorsque l'armée française tire le 9 novembre 2004 sur la foule désarmée devant l'hôtel Ivoire? On l'appelle comment? C'est un assassin ou pas? Comment voulez-vous que j'appelle M. de Gaulle, qui ordonne à William Bechtel, agent de la SDES, donc des services secrets français, qui lui donne l'attitude pour aller tuer à Genève, en novembre 1960, Félix Roland Moumié. Comment voulez-vous que j'appelle Bechtel, que j'appelle Focard et que j'appelle de Gaulle, puisqu'ils ont tué Félix Moumié? Ne sont-ce pas des assassins? Et puis, de quel droit vous arrogez-vous le privilège de me convoquer pour policer ma pensée? Si ce que je dis quand je suis chez moi, ici, parce que là je suis chez moi, je m'exprime dans le cadre de l'usage public de la raison, comme dirait Emmanuel Kant. Si ce que je dis ne vous plaît pas, mais écoutez, portez-moi plainte au tribunal, dites par exemple que j'ai diffamé M. de Gaulle, ou que j'ai commis un outrage. Je répondrai de cette accusation. Il y a des tribunaux pour punir ceux qui disent des choses déplacées dans une démocratie, dans un état de droit. Mais on ne me convoque pas. La seule fois qu'on m'a convoqué pour des choses que j'ai dites,
C'était Charles Blé Goudé. J'ai gagné. Il a perdu. Avant lui, Ahmed Bakayoko avait envoyé son homme de main, Stéphane Konan, pour me convoquer à propos de ce que j'ai dit. Là encore, j'ai gagné. Toutes les fois qu'on m'a convoqué pour ce que j'ai dit, ici en France, j'ai gagné. J'ai gagné contre Ahmed Bakayoko, à travers son homme de main. Mon frère Stéphane Konan, qu'il avait utilisé contre moi, ayant promis à Ouattara qu'il aurait ma peau, à travers Stéphane Konan. Stéphane Konan a mordu la poussière à Paris, il ne parle plus. Ensuite, Ouattara, instrumentalisant Blé Goudé, l'a envoyé sur moi pour porter plainte à Paris, dans l'espoir qu'il gagne. Blé Goudé a perdu. Donc, les deux procès en diffamation qui m'ont été opposés, je les ai gagnés. Et la seule fois que moi, je me suis plaint d'une diffamation, ici en France, c'était contre Jeune Afrique. Quand Jeune Afrique a pris ma photo, Jeune Afrique a pris ma photo et l'a confondu avec la photo de Franck Biya, publiant un article dans lequel Franck Biya était poursuivi par des associations camerounaises pour le pillage, le vol, le détournement de près de 150 milliards de francs CFA du bois du Cameroun. Jeune Afrique publie cet article et ils prennent ma photo, ils la mettent à partir d'une ressemblance apparente entre Franck Biya et moi. Ils prennent ma photo sur Internet, ils l'utilisent pour illustrer leur journal, que je suis Franck Biya. Ben, j'ai porté plainte, j'ai fait constater par un huissier à Elbeuf-sur-Seine et j'ai porté plainte. Et j'ai gagné. Donc moi, quand je porte plainte pour des affaires de diffamation, je gagne. Jeune Afrique a été enjoint de publier, de me donner le droit de réponse et de publication d'un article rectificatif dans ses colonnes. Cet article existe encore. Il s'appelle « Profession de foi contre le régime de Paul Biya » par Franklin Nyamsi, président du collectif diasporique camerounais. Non, je dis à ce monsieur du rectorat de l'Académie de Rouen, mais écoutez, je ne suis l'objet d'aucun procès en diffamation. Vous me convoquez ici, vous ouvrez mon dossier professionnel, je n'ai rien fait. Je n'ai commis aucune faute dans l'exercice de mes fonctions. Je ne fais pas propagande de mes idées politiques devant les élèves que la République me confie. Je prends le soin de bien diviser mon activité de professeur, de la séparer de mon activité d'activiste, de militant, d'intellectuel, d'écrivain. Et vous essayez de me punir au travail pour une faute que je n'ai pas commise au travail. Alors que ceux qui doivent me porter plainte pour ce que je dis quand je suis chez moi, ils ne me portent pas plainte. Voilà comment le rectorat, le ministère de l'Éducation nationale m'a fait convoquer depuis 2021 2 fois en conseil de discipline. Ils ont organisé 2 conseils de discipline pour en finir avec moi. Un premier, le 14 décembre 2022. Un premier, le 14 décembre 2022. Et à l'occasion de ce conseil, tous les syndicats ont voté contre la sanction. Un deuxième conseil de discipline, il devait avoir lieu, eh bien, le 17 avril 2024. Le 17 avril 2024, ils m'ont ramené en conseil de discipline. Là encore, à l'unanimité, les syndicats de l'éducation nationale, du corps des professeurs agrégés, ont voté contre. Alors qu'en 2022, tous les syndicats représentés avaient voté contre, un certain ministre nommé Pape Ndiaye, qui devait perdre son poste aussitôt après, prit la responsabilité, passant outre l'avis négatif des syndicats, qui avaient voté contre la sanction. Il me priva de 3 mois de salaire, Pape Ndiaye, le franco-sénégalais, auteur d'un ouvrage intitulé « Le livre noir du colonialisme ». Ça, c'est quand il avait encore son cerveau. Il m'enlève 3 mois de paye, dont 3 mois sur ma retraite, parce que cela lui a été demandé par M. Macron, parce que cela a été demandé à M. Macron par Alassane Dramane Ouattara. Et parce qu'il est difficile, devant le vote opposé des syndicats, mais de me virer, de décréter comme ça du jour au lendemain que bon, vous êtes radié. Parce que tous les syndicats disent, mais il n'a rien fait. Il a exercé sa liberté d'expression en dehors du cadre d'enseignement. Donc, ils m'ont ramené le 17 avril 2024 devant le même conseil de discipline, espérant que cette fois-ci, il y aurait un vote contre moi. Les syndicats, à l'unanimité, se sont opposés. Ils ont même publié, l'intersyndicale de l'éducation nationale a même publié une motion pour dire, laissez-le tranquille. Vous dites vous-même que c'est un excellent professeur. Foutez-lui la paix. S'il a dit des choses en tant que citoyen qui ne vous plaisent pas, mais amenez-le au tribunal.
et demandez-lui de s'expliquer sur ce qu'il dit. Vous comprenez? Donc le 17 avril, ils m'ont emmené là-bas. Ils ont essayé de me faire sanctionner. Les syndicats à l'unanimité, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par le centre, ont voté non. En disant, mais il n'a rien fait. Dites-nous ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a troublé l'ordre public dans un établissement d'enseignement? Est-ce qu'il a fait profession de ses idées dans un établissement d'enseignement? Est-ce qu'il a fait prosélytisme de ses idées? Non. À partir du moment où il ne l'a pas fait, collez-lui la paix. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ses propos en tant que citoyen, portez-lui plainte et qu'il aille répondre devant les tribunaux. Donc, le 17 avril, ils m'ont envoyé là-bas. Et depuis le 17 avril, je n'ai toujours pas reçu le verdict. Ils sont calés avec l'affaire dans leurs mains. Non, j'ai continué à assurer mes fonctions de professeur. Puisqu'en fait, je n'ai commis aucune faute. Je n'ai fait de tort à personne dans ce pays où j'enseigne depuis, au moins, régulièrement, au moins, depuis 2003. Non-stop, depuis 2003, j'enseigne. Ça fait 19 ans, non? À 20 ans, pratiquement, que j'enseigne ici. Bon, comme ce côté professionnel ne marche pas, parce qu'ils sont obligés de reconnaître que je suis un excellent professeur, ils l'écrivent dans leur rapport, ils ont décidé de chercher autre chose, restreindre ma liberté d'aller et de venir. Désormais, les aéroports français ont été transformés en enfer pour moi. Quand je sors, on arrache mon passeport, on traîne 30 minutes à 1 heure avec mon passeport, on revient me le donner, parfois on me fait rater des avions, on m'a fait rater des trains de cette façon. Quand je reviens de l'étranger, on prend mon passeport, parfois on m'emmène pour me fouiller et me poser des questions saugrenues. On se comporte avec moi comme si j'étais un malfrat de grand chemin qui transporterait, je ne sais pas, de la drogue, des armes, etc. Et au bout d'1 heure 30, 2 heures, on me redonne mes documents et je rentre chez moi en Normandie. Ils font ça depuis 4 ans. Depuis 4 ans, ils ont des consignes fermes aux aéroports français pour me maltraiter dès que j'apparais. Et on envoie n'importe qui récupérer mon passeport, suivez-moi. Et maintenant, ils ont pris l'habitude de me mettre en garde à vue. De manière non officielle, ils m'emmènent, ils me font asseoir. C'est cette situation ubuesque que j'ai vécue en compagnie de ma famille. Nous allions en vacances au Mali. À l'aller, ils nous ont tous récupérés, 5 personnes, avec des enfants mineurs. Ils nous ont mis en garde à vue au poste de police de Paris-Orly, à la police des frontières. On a attendu là-bas pratiquement 45 minutes, presque 1 heure. Ils ont nos passeports, on ne sait pas pourquoi. Ils ressortent au bout d'1 heure. Ils nous remettent nos passeports et nous disent que nous pouvons partir. Heureusement que nous étions venus assez tôt par rapport à l'heure d'embarquement de notre avion. Sinon, on aurait raté l'avion. 5 personnes. C'est ce qu'ils ont fait. J'étais avec mes enfants les plus jeunes. 5 ans, Emma que vous connaissez, et son frère aîné, Théo, 12 ans. Ils nous ont emmenés au poste de police. Et vous voyez ce que fait M. Macron? Vous voyez jusqu'où M. Macron pousse le bouchon? Parce qu'il veut me nuire, il se met à tracasser, à harceler mes enfants. On passe 2 semaines au Mali. Quand on revient du Mali, par le même aéroport d'Orly, il y a un comité d'accueil spécialement pour nous. Moi, dès qu'ils m'ont repéré, ils ont arraché mon passeport et celui de mes 2 plus jeunes enfants. Ils sont partis avec. Et à un moment donné, ils sont venus chercher mes enfants pour me séparer d'eux parce que moi, ils m'emmenaient en garde à vue. Donc voilà comment ma dernière fille Emma et mon fils Théo se sont retrouvés dans les mains d'une policière pendant que l'autre m'emmenait au poste de garde à vue. Ils en sont à arrêter des enfants. Dans ce pays-là où, quand on vous parle d'enfants arrêtés, ça rappelle les rafles du Veldiv, ça rappelle la persécution des Juifs. Ils s'amusent avec les enfants de citoyens français qui rentrent de vacances. Ils s'amusent à les prendre, à les séparer de leurs parents, uniquement parce qu'ils veulent tracasser le père, harceler le père, humilier le père. Ils ont osé mettre leurs mains sur mes enfants. Et tout cela va faire l'objet de plaintes contre M. Macron, contre M. Darmanin, parce que c'est le ministère de l'Intérieur. C'est la police qui agit sur les ordres de l'exécutif. Ça n'a rien à voir avec la justice. Il n'y a aucune décision de justice qui les autorise à me traiter de la sorte.
M. Macron en est venu à leur permettre de mettre la main sur mes enfants. Innocents. Et dans tout ça, il n'y a aucune procédure judiciaire, il n'y a aucune accusation d'un quelconque juge, il n'y a aucune accusation de personne, il n'y a aucun procès contre nous, ou contre mes enfants, ou contre personne. Ce sont des voies de fait, c'est-à-dire que vous venez, on vous fait ça. Ils retiennent nos passeports, là, au mois d'août 2024, pendant 1h30, ils ont notre passeport, ils sont là-bas dans leur bureau avec notre passeport. Moi, je suis installé en garde à vue. Après, ils sortent. Une certaine dame sort avec tous nos passeports, elle me les remet. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe, madame l'agente? Ça fait 1 heure que j'attends que vous m'expliquiez pourquoi, à l'aller, nous avons été mis tous en garde à vue. Au retour, vous me mettez en garde à vue. Et après, vous me rendez les passeports, vous me permettez de rentrer chez moi en France, sans explication. Aucune explication. Depuis 4 ans, ils n'ont jamais expliqué pourquoi ils font ça. Oh non, on voulait vérifier, il y a peut-être une usurpation d'identité sur vous. Oh, on voulait voir, il y a peut-être des motifs honteux. Même dans les pays républiques bananières, comme mon pays natal, le Cameroun, tu ne t'attends pas à avoir de tels motifs. Ils les sortent maintenant à Paris pour justifier les conneries que Macron leur ordonne de faire. Que Darmanin leur ordonne de faire à des citoyens innocents. On en est là en France. On leur a donné des instructions. Quand il va passer, faites cela. Nous récupérons nos bagages. C'est dimanche à l'aéroport d'Orly, un jour où il y a très peu de vols. Les seuls bagages qui ont été fouillés, c'est les miens, ceux de ma famille. Dès qu'on est venu passer devant la douane, ils ont pris les 7 sacs que nous avions. Ils ont même pris les sacs de cabine. Et ils sont tout passés au peigne fin. Ça, c'était des consignes. Parce qu'entre-temps, il y a des gens qui passaient avec des chariots remplis de 10 sacs. Des familles qui passaient avec 10 sacs. Elles n'ont pas été fouillées. Et quand les douaniers d'Orly ont fini de me fouiller avec ma famille, ils ont fermé le poste, ils ont quitté le poste. Donc en fait, ils avaient été spécialement maintenus pour nous fouiller. Ça sont les ordres de Macron et de Darmanin. Montrez-leur que nous sommes hostiles, qu'ils sont en territoire hostile. Créez en eux un sentiment d'insécurité. Montrez-leur qu'ici, ils ne sont rien. Seules de telles consignes peuvent expliquer le comportement de la police et des aéroports envers nous. C'est ce qu'ils font. Non contents de cela, ils avaient ouvert entre-temps la persécution financière. Plusieurs fois, mes comptes bancaires ont été fermés en France sans motif. Je me suis retrouvé même, pendant une période de 3 mois, sans compte bancaire. Mes petites économies que j'avais déposées sur un compte bancaire m'ont été remises sur un chèque de banque avec lequel je traînais pendant 3 mois. Le temps de faire la procédure officielle. Lorsque vous n'avez pas de compte bancaire, la loi dit que vous devez aller à la Banque de France, leur demander de vous attribuer d'office un compte bancaire. Il m'a fallu faire cette procédure, ça m'a pris 3 mois. Mes économies étaient dans un chèque, un papier que je tenais. Je ne pouvais pas tirer d'argent pour vivre. Je n'avais pas de carte bancaire, je n'avais pas de chéquier, j'avais rien pour vivre. C'était ça le but. Ça, c'est Emmanuel Macron. Et tout ça, ce n'est pas une décision d'un juge. Ce n'est pas que je sois passé par un juge. Même les chefs des agences bancaires qui avaient fermé ne pouvaient pas me regarder en face. Monsieur Niamsi, on ne peut pas parler. Mais vous ne pouvez pas parler, pourquoi? Ce pays a affronté le nazisme, ce pays a affronté le fascisme. Pourquoi tout d'un coup vous perdez le courage qui a pu faire quand même ce qu'on a appelé les justes de France? Pourquoi vous ne parlez pas? Ah non, 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 on ne veut pas avoir de problème. Donc, dans cette période-là où ils avaient arraché, fermé tous mes comptes bancaires, où je n'avais pas de compte bancaire, ils m'avaient également privé de salaire. Emmanuel Macron m'avait fait enlever 3 mois de salaire. Et quand la période de 3 mois de salaire privé s'est arrêtée, c'est-à-dire en fait la période de mars à juin, mars, avril, mai, non, d'avril à juin 2023 s'est arrêtée, il fallait rétablir ma paye de fonctionnaire. Vous savez ce qu'ils ont fait? Juste pour se moquer de moi, ils ont rétabli mon salaire de fonctionnaire sur le compte qu'ils avaient fermé. Ce qui fait que je n'avais pas eu de salaire en mars, non, j'avais pas eu de salaire en avril, j'avais pas eu de salaire en mai, j'avais pas eu de salaire en juin. Quand j'ai repris fonction, je n'ai quand même pas eu le salaire de juillet
je n'ai quand même pas eu le salaire d'août parce qu'ils se sont amusés à le virer sur les comptes qu'ils avaient fermés. Quand ils envoyaient mon salaire sur les comptes qu'ils avaient fermés, automatiquement, la banque rejetait le salaire au trésor public. Donc, ils se sont amusés pendant 6 mois à me priver de salaire. Voilà ce que fait ce président qui s'est permis d'enseigner la démocratie aux Africains, Emmanuel Macron. Qui s'est permis de se tenir et de parler du Mali, la junte malienne, la junte burkinabé. Voilà ce qu'il me fait, moi. Je ne prends que mon cas pour vous montrer que c'est tout sauf un démocrate. C'est tout sauf un républicain. C'est tout sauf quelqu'un qui respecte la loi. Donc, affaires financières, je suis président d'une association qui ponctuellement a organisé des mobilisations, des fêtes, des rencontres pour accueillir un certain nombre de leaders politiques, dont le président Guillaume Soro, quand il faisait les croches parties. Cette association a recueilli un certain nombre de dons pour aider un certain nombre de causes. Comme d'ailleurs ma propre cause, lorsque j'ai commencé à être attaqué judiciairement. Il décide d'enquêter sur cette association-là, pour savoir si je n'aurais pas détourné les cotisations des membres de l'association. C'est moi le président de l'association. Ils veulent savoir si je n'ai pas détourné les cotisations des membres de l'association. Le problème, c'est que l'association n'avait perçu aucune cotisation. Vous savez ce que l'officier de police m'a demandé le 11 avril 2023? Monsieur Nyamsi, est-ce que vous ne vous êtes pas abusé vous-même? Puisque votre association n'avait pas encore reçu de cotisation et qu'elle fonctionnait sur des dons que vous avez obtenus. Est-ce que vous n'avez pas vous-même utilisé ces dons d'une manière telle que vous puissiez vous accuser? Parce qu'en fait, vous êtes, en tant que président de l'association, celui qui peut ester en justice pour elle. Est-ce que vous ne pourriez pas vous accuser vous-même? Il a poussé le ridicule jusqu'à me demander si je ne peux pas m'accuser moi-même. Donc, moi, Franklin Nyamsi, je suis le président de l'association Croche Party de Paris et ce serait intéressant que j'écrive une plainte contre moi-même en disant que tel jour, j'ai payé un ticket de train avec le compte de l'association pour aller tenir un meeting, je m'accuse, je n'aurais pas dû payer ce ticket de train. Tel jour, j'ai payé un apéritif associatif, je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû. Tel jour, j'ai dépensé 20 euros, même 20 euros, j'ai dépensé 20 euros pour le compte de l'association, je n'aurais pas dû. La seule personne qui peut m'accuser de l'avoir fait, c'est moi-même. Puisque, selon les statuts de l'association, seul le président peut ester en justice pour le compte de l'association. L'officier de police a poussé le ridicule jusqu'à demander devant mon avocat, Maître Ihou, qui était assis, est-ce que vous ne vous êtes pas abusé vous-même? Pourriez nous parler un peu de comment vous vous êtes abusé vous-même? Je lui ai dit, donc vous comptez sur moi-même pour que je me porte plainte. Ou vous comptez vraiment sur moi, vous êtes sérieux? Vous vous adressez à un docteur de l'université, monsieur l'officier. Vous devriez avoir peur de poser certaines questions à des gens qui ont la capacité de questionner votre capacité de compréhension. Ils étaient deux. Il y a un qui dit que ma manière de répondre, je l'ai insulté. Je lui dis, mais je ne pense même pas que vous soyez capable de comprendre la portée de ce que je dis. Par conséquent, je comprends que vous compreniez ce que je dis comme une insulte. Il dit, si c'est ça, lui, il ne me pose plus de questions. Je dis, c'était ça l'objectif. Se faire interroger par quelqu'un qui prétend vous expliquer ce qu'il ne peut pas lui-même comprendre, c'est la pire des choses qu'on puisse vivre dans un poste de police. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et là, ils ont un gros problème. C'est que j'ai continué la même activité que j'ai toujours faite depuis plus de 20 ans. J'ai continué à écrire des livres. J'ai même écrit plus de livres ces derniers temps. J'ai continué à donner des conférences. Vous avez continué à m'accorder votre confiance. Vous êtes encore plus nombreux. Vous êtes maintenant plus de 400 000 ici, sur la chaîne YouTube. Vous êtes au total plus de 400 000 sur mes deux chaînes Facebook. Vous êtes plus de 400 000. 205... bientôt, vous êtes 373 000 sur l'une des chaînes et sur l'autre, vous êtes plus de 200 000. Donc, en fait, il y a plus d'1 million. Alors, sur Twitter, vous êtes plus de 225 000. Je ne compte que ces plateformes-là. Donc, ils se rendent compte que mais le type qu'on a commencé à persécuter en 2021 et qui avait peut-être au total 400 000 abonnés, 350 à 400 000 abonnés. Ce type-là, il dépasse 1 million d'abonnés sur tous les réseaux sociaux. Il a plus d'1 million d'abonnés. Mais qu'est-ce que ça a donné, sapristi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, il est question pour M. Macron, maintenant, d'essayer de restreindre ma liberté de mouvement, restreindre ma liberté d'expression, restreindre ma liberté d'influencer par mes idées
eh bien, la médiasphère africaine et internationale. Voilà pourquoi il organise une convocation bizarre. Je reviens du Mali, je reviens de vacances au Mali. Dès que j'arrive, on ouvre la boîte postale ici, on trouve une lettre écrite par un officier de police, un capitaine de l'hôtel de police de Rouen, qui me convoque pour les nécessités d'une enquête judiciaire le 10 septembre 2024 à 10 h. Rue Barneville, Brizou de Barneville à Rouen, à l'hôtel de police. Alors, c'est assez incongru. Qu'ai-je encore fait? Comme dirait Joseph K. dans le fameux roman de Franz Kafka. J'ai failli commencer à rédiger ma propre histoire à la manière du grand romancier tchèque. On avait sûrement calomnié Joseph K. Car un matin, sans avoir rien fait, il fut arrêté. Je dis, mais voilà donc les histoires de Joseph K. qui m'arrivent. Monsieur Macron veut trouver par tous les moyens possibles une argutie, une astuce, une entourloupe pour me priver de liberté et pour empêcher que je vous parle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui soit capable de me répondre. Il est incapable intellectuellement de me contredire. Le système de communication du gouvernement Macron n'a pas trouvé intellectuel qui est mon répondant. Parce que, en plus, avec tous les moyens qu'ils ont, qu'est-ce que ça leur coûte de promouvoir sur les réseaux sociaux des intellectuels capables de faire pièce à ce que je dis? Ils n'ont trouvé personne. Ni dans le gouvernement français, ni en dehors. Et donc là, il est question de tout faire pour restreindre ma liberté. Alors, ce qui est très curieux, c'est que j'écris un email au capitaine de police qui me convoque pour lui dire, mais écoutez, le mardi, je dois assurer des enseignements. Qu'est-ce qui justifie que vous ayez besoin que je vienne à vos bureaux le mardi à 10 h, alors que vous pourriez me faire parvenir toute information utile par lettre recommandée ou par huissier? Je suis en Normandie, je suis aisé à trouver. Pourquoi faut-il diante que je vienne à votre bureau? Là, il répond que c'est pour me notifier une décision judiciaire en rapport avec l'affaire pour laquelle il y a 1 an et demi, j'avais été interrogé au tribunal de police. Pas au tribunal de police, interrogé au commissariat de police. C'est assez bizarre. Il y a une décision judiciaire me concernant alors qu'il n'y a pas eu un procès. Le principe élémentaire du contradictoire dont parlent les juristes comme étant la base de la manifestation de la vérité judiciaire. Il a eu lieu quand? Il y a eu un procès de Franklin Nyamsi quand? Pour que on ait à me notifier une décision judiciaire. Quel est ce juge qui ne peut pas passer par un huissier? Quel est ce juge qui ne peut pas passer par un courrier recommandé pour me notifier sa décision? Et puis, il a pris quelle décision? Il y a eu procès où? J'ai été confronté à qui où? Parce que pour tous les procès auxquels j'ai été confronté, j'ai reçu les notifications des juges, soit par voie d'huissier, soit par voie de courrier recommandé. Et je les ai. Donc, avec mes avocats, nous étions intrigués par l'attitude de ce capitaine de police. Pourquoi voulait-il diante? Pourquoi veut-il diante que demain à 10 h, je me rende dans ce commissariat? Et nous nous souvenons que dans la convocation, il a écrit pour les besoins d'une enquête judiciaire. C'est-à-dire comme si on m'appelait pour m'auditionner encore, pour me poser des questions supplémentaires. C'est-à-dire en réalité pour me mettre en garde à vue, afin que je me soumette à des questions supplémentaires qu'un procureur de la République éventuellement voudrait me poser. Bon, le même qui m'envoie une convocation parlant des nécessités d'une enquête judiciaire, le même m'écrit un email pour dire non, 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 ne venez pas avec vos avocats. Venez tout seul, ce n'est pas nécessaire de venir avec vos avocats. C'est juste pour vous remettre une décision, vous notifier une décision. Mais qui a décidé? Qui a pris une décision judiciaire puisqu'il n'y a pas eu de procès? Voyez-vous le flou que mes très experts avocats ont souligné, expliquant la nécessité pour eux d'être présents à mes côtés demain, rue Brizou de Barneville, à 10 h, devant le capitaine de police qui me convoque. Parce qu'on ne sait pas finalement pourquoi il me convoque. D'un côté, il dit pour les nécessités d'une enquête judiciaire, et puis de l'autre côté, il dit pour notifier une décision de justice. Finalement, vous convoquez le monsieur pourquoi? On ne peut pas convoquer quelqu'un pour 2 motifs incompatibles, qui ne sont pas identiques, sans le lui dire. On change de version,
on commence à parler de nécessité d'une enquête judiciaire. Et puis de l'autre côté, on se retourne et on dit, c'est pour notifier une décision judiciaire. Or, de qui dépend l'hôtel de police de Rouen? L'hôtel de police, ce n'est pas le ministère de la Justice. L'hôtel de police appartient au ministère de l'Intérieur. Qui est le ministre de l'Intérieur? Mais M. Moussa Gérard Darmanin, le même qui me persécute aux aéroports. C'est lui qui est le patron du capitaine de police qui me convoque. C'est-à-dire, en fait, je suis l'objet de harcèlement, de persécution du pouvoir exécutif. Sans même que le pouvoir judiciaire ne soit nommément impliqué dans la démarche, c'est le gouvernement français, c'est Emmanuel Macron, chef de l'exécutif, qui me persécute. C'est lui qui instrumentalise la police pour me convoquer à U et à Dia. Voilà la vérité. Vous avez compris? Et voilà pourquoi mes avocats, le collectif d'avocats, la dizaine d'avocats qui se sont constitués autour de moi, ont dit, professeur, il est hors de question que tu ailles là-bas, comme le souhaite ce capitaine de police, sans nous. Nous t'accompagnons pour savoir ce que l'on veut réellement faire de toi et pouvoir déclencher immédiatement tous les recours nécessaires en fonction du contenu, eh bien, de la décision que l'on veut te notifier. Voilà, vraiment expliquer de la manière que je le comprends et le plus clairement possible la situation dans laquelle je suis. Je vais demain à 10 h à l'hôtel de police. Je ne sais pas pourquoi. Parce que le capitaine qui me convoque n'est pas capable de dire exactement pourquoi. D'un côté, c'est pour les besoins d'une enquête judiciaire et de l'autre, c'est pour me notifier une décision judiciaire. Mes avocats ont souligné l'incongruité qu'il y a que ce soit un capitaine de police qui notifie une décision judiciaire. Depuis quand c'est le cas? À quoi servent les huissiers? À quoi servent le courrier de greffe par les lettres recommandées? À quoi ça sert? Est-ce qu'on a besoin d'un officier de police pour notifier une décision de justice à quelqu'un qui a une adresse fixe, à quelqu'un qui n'a pas fui, qui est aisé à trouver? Donc voilà le flou juridique, le flou judiciaire de la manœuvre de M. Emmanuel Macron, président de la République française, à travers son homme de main qui s'accroche au ministère de l'Intérieur dont il est démissionnaire et dont le parti auquel il appartient, les Républicains, a perdu toute légitimité d'exercer les fonctions. Parce qu'il faudrait quand même que j'ajoute que le gouvernement qui me harcèle actuellement est un gouvernement illégitime. Les élections législatives ont eu lieu le 9 juillet 2024 passé. Le premier groupe parlementaire, c'est le Nouveau Front Populaire. Le Premier ministre devait être désigné parmi les choix du Nouveau Front Populaire. Et c'est le Nouveau Front Populaire qui devait constituer le gouvernement. Monsieur Macron a choisi Monsieur Barnier, issu du parti Les Républicains, qui a perdu, qui est sorti 4e aux élections législatives. Et Monsieur Darmanin, qui est membre des Républicains, parti qui est sorti 4e aux élections législatives, est ministre de l'Intérieur. Et c'est lui qui me convoque. Un ministre qui n'a plus la légitimité de ministrer. Parce que ni son Premier ministre, ni leur gouvernement ne sont légitimes. D'où l'opposition française appelle actuellement à la destitution d'Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel Macron a violé la Constitution. Comme Ouattara Draman en Côte d'Ivoire. Comme Biya Paul au Cameroun. Emmanuel Macron viole la Constitution française. Et les actes de M. Macron sont des actes autocratiques. C'est une dictature. Et ce n'est pas que moi qui le dis. Des voix fusent de partout en France pour dénoncer la dictature de M. Macron. Et je vous avais dit qu'un jour, les termes utilisés par cette élite hautaine et méprisante envers les dirigeants africains, qui pourtant veulent servir leur peuple, je parle des révolutionnaires ouest-africains, ces termes seront utilisés un jour par le peuple de France contre eux. Aujourd'hui, toute la terminologie de la lutte antidictatoriale a été réappropriée par l'opposition française. Il est question de destitution. Des députés ont voté pour demander la destitution de M. Macron. Le 7 septembre passé, c'est-à-dire le samedi, la France était couverte de manifestations réclamant la destitution de M. Macron pour violation de la Constitution. Alors, voilà un régime, voilà un gouvernement complètement illégitime et qui persécute un innocent. Ce qui redouble l'injustice. M. Darmanin, normalement, n'a pas le droit de me faire convoquer.
Parce c'est un ministre démissionnaire. Il n'a pas la légitimité pour être ministre de l'Intérieur. Ça fait plus de 3 mois que ces gens-là, tous, devaient avoir dégagé. Et ils utilisent ce pouvoir illégitime pour persécuter les citoyens, persécuter les innocents, réduire toutes les voix au silence. Ils s'accrochent à ces postes ministériels alors qu'ils ont perdu l'élection qui devait leur donner l'onction populaire. Voilà la description de la situation. Que nul ne vous mente. Alors, à partir de là, je viens à la conclusion de mon propos. Ça fait 1 heure que je parle. Deuxième partie et conclusion de mon propos. Alors, qu'est-ce qu'il faut envisager? Je pense qu'il y a, mettons, il y a au moins 4 hypothèses. Il y a 4 hypothèses. Il n'y a pas S à 4. Il y a 4 hypothèses. La première hypothèse, c'est que le procureur qui avait tenté de me soumettre à un interrogatoire il y a 1 an et demi, à propos de la gestion de mon association, que ce procureur ait demandé qu'on me convoque pour me remettre une lettre de non-lieu. Parce que ça fait 1 an et demi. Toutes les questions qu'ils m'ont posées, je les ai même déjà oubliées. À propos du fonctionnement de mon association dans laquelle il n'y avait pas une seule subvention du gouvernement français. Et dans laquelle personne ne m'a porté plainte pour quoi que ce soit. Parce que je n'ai pas géré des fonds, des cotisations de quelques membres que ce soit. Bon. Donc, première hypothèse, il me convoque pour me remettre une lettre pour dire, bon, la procédure est close. Ça, c'est l'hypothèse la plus optimiste. Deuxième hypothèse, on me convoque parce que la justice manipulée par Macron souhaite trouver une raison de me mettre en examen pour m'accuser de quelque chose lié à cette histoire d'association qui, il y a 1 an et demi, n'a pas permis une ouverture d'enquête. Ça, c'est la deuxième hypothèse. Ça commence à être une hypothèse probable, puisque dans l'une de ses réponses, le fameux capitaine de police a dit que c'était la suite de l'affaire dans laquelle j'avais été auditionné il y a 1 an et demi. Un juge se tait pendant 1 an et demi, il te rappelle pour te parler d'une affaire que tu as déjà oubliée. Bon. Ça, c'est la deuxième hypothèse. On veut réchauffer l'affaire, on veut quand même se débrouiller pour m'accuser de quelque chose. Puisque je dénonce Sarkozy qui a volé 50 millions à la Libye, et que Sarkozy est le haut représentant de la France nommé par Macron, il faut forcément peut-être qu'on m'accuse, peut-être même d'avoir volé même 2 €. Ce serait pas mal. Comme ça, ils vont mettre ça à la une du monde. Il a volé 2 €. 2. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ça ne passera pas. Les Africains ne se laisseront pas distraire par ces conneries. Ils me connaissent. Et eux-mêmes, ils savent très bien que mon engagement est noble. Bon. Troisième hypothèse, ils ont décidé de m'accuser d'autres choses. Et ça avait déjà commencé avec la propagande de RFI, de France 24, qui sont même venus ici. Puisqu'ils avaient commencé à m'accuser d'être un agent de la Russie. D'être payé par la Russie. D'être un conseiller de Vladimir Poutine. Astaghfirullah. Ils avaient commencé à dire ça. Si ça se trouve, peut-être que maintenant, ils voudraient vraiment, franchement, m'accuser de ça. Ça, c'est la troisième hypothèse. Cette hypothèse s'appelle pain béni, parce qu'il n'y a aucune espèce de raison que je tremble pour ça. Je ne me reproche rien. J'ai toujours dit que si je veux devenir conseiller spécial d'un gouvernement étranger, je démissionnerai de toutes les fonctions pédagogiques que j'assume. Si un gouvernement étranger me fait une proposition convaincante de travailler pour lui, je dépose la craie française. Et tant que je n'ai pas déposé la craie française, c'est parce que je n'ai pas signé de contrat avec un gouvernement étranger, de contrat satisfaisant. Donc, écoutez, le Premier ministre François Fillon a travaillé avec la Russie, non? Sarkozy a gagné des millions en Russie. Alors, moi, je n'ai pas eu de proposition. Je ne suis pas encore au mercato. Si j'avais eu des propositions convaincantes comme celles qui ont permis à Fillon et à Sarkozy de gagner, je démissionnerais de mes fonctions parce que je comparerais mon salaire de professeur agrégé à ce que je peux gagner comme conseiller de Poutine. Alors, mettons, il me propose de me payer 10 millions d'euros par an pour être son conseiller. Alors que
quelle que soit la manière dont j'ai travaillé comme professeur, ça ne va jamais dépasser 40 000 euros. 40-45 000 euros dans l'année. Bon, ok. À ce moment-là, je rends ma démission et je m'en vais gagner plus. Je n'ai pas eu cette offre-là. Et donc, je suis transparent. Ils ont tous mes comptes. De toute façon, j'ai un seul compte bancaire principal ici en France, qui est sous les yeux de l'administration française. Le fisc français, c'est le moindre copec que je gagne. Et je paye mes impôts en France. Bon, enfin. Donc, si c'est ça qu'ils ont décidé d'ouvrir, bon, ils vont perdre aussi. Et enfin, qu'est-ce qu'ils ont décidé d'ouvrir? Est-ce qu'ils veulent engager leur fameux joker, la procédure de soi-disant déchéance de nationalité? Écoutez, ça ne se fait pas comme ça. Moi, en tant que citoyen, ayant acquis des droits, en tant que père d'une famille, chef d'une famille, je ne vais pas m'amuser à laisser attaquer des droits. Les droits des miens, je ne vais pas les laisser brader. Nous avons des droits en France. Et nous allons les défendre. Il n'y a aucun doute. Nous allons défendre tous nos droits. Et le but étant aussi de remonter le moral à toute la communauté africaine française pour qu'elle ne se laisse pas piétiner, esclavagiser à travers ces intimidations, ces menaces. Parce qu'en fait, il y a un message implicite de Macron aux Africains français, c'est vous, on peut vous jeter à tout moment. Donc tenez-vous à carreau. Comportez-vous littéralement comme des caniches si vous voulez conserver vos droits. Eh bien, je refuse ce chantage. Et je constitue l'avant-garde des citoyens africains de France qui refusent le chantage à la domination, la nouvelle servitude. Moi, je suis citoyen français en m'inspirant de mes ancêtres africains qui ont libéré la France. Je suis citoyen français en m'inspirant de ceux des Français, ceux de ces justes Français, qui se sont associés à la cause des opprimés, comme l'était un Jean-Paul Sartre, que je cite souvent. Préfacier de Césaire, soutien de Lumumba, ami de Frantz Fanon. Oui, je suis français comme eux, mais je ne suis pas français comme Sarkozy, de Nagui Bokcha ou Emmanuel Macron, qui sont eux au service de la domination contre le peuple français et les peuples africains. Bon, voilà. Mais il est hors de question que j'accepte de me coucher, de m'aplatir pour sauver des avantages qui sont pourtant légitimes, qui ne sont pas le fait de la pitié. Je n'ai pas obtenu cela par la corruption. Je n'ai pas obtenu cela par la fraude. Quand je suis devenu professeur ici, c'est par concours. Et beaucoup de candidats ont échoué. Parce que j'étais d'ailleurs le seul reçu en 2003 à l'agrégation de philosophie dans l'Académie de Poitiers. C'est moi qui ai été reçu. Les autres ont échoué. Ils étaient de toutes les couleurs. Un candidat, un, reçu. Allez vérifier. Hein. Je dis des choses comme ça. Vous allez vérifier. Dans l'Académie de Poitiers, combien de personnes ont obtenu l'agrégation de philosophie en 2003? Moi tout seul. Donc je ne dois rien à M. Macron. Je ne dois rien à une faveur qui m'aurait été faite par quelqu'un. On ne m'a pas donné mon poste sur la base d'une génuflexion. On ne m'a pas donné mon poste par cooptation. Je n'ai supplié personne. J'ai brillé par le génie que le Tout-Puissant, ma famille, mes ancêtres angélisés, mes maîtres m'ont transmis. Voilà. Pourquoi voulez-vous que quelqu'un qui a sa position grâce à son intelligence vienne maintenant se coucher pour se soumettre à des gens qui lui demandent de se comporter comme s'il leur doit leur position? Mais M. Macron avait passé les concours. Il les a échoués pour beaucoup d'entre eux. Donc s'il est jaloux de moi aujourd'hui, c'est son problème. Je ne suis pas son camarade, moi. Même si ma carrière s'arrêtait, à l'université, je suis son patron. Je suis son patron. Et beaucoup d'entre ces gens-là, regardez les parcours. Regardez les parcours. Vous voyez des gens comme Bardella. Bientôt, lui aussi va être Premier ministre ici en France. Des gens comme Attal. Ils ont quel parcours extraordinaire, ces gens-là. Ils se retrouvent au gouvernement français. Il y a des Françaises et des Français de toutes origines qui sont infiniment plus compétents qu'eux. Pour l'une des premières fois en France, je vois tout un gouvernement rempli de gens incompétents. J'ai même écouté un ministre des Affaires étrangères qui ne sait pas parler français. Je ne pensais pas vivre cela en France. J'étais habitué à entendre ce genre d'aberration dans des pays comme la Côte d'Ivoire. Quand Kandia Camara l'ouvrait et qu'elle déchirait le Larousse, on créait le néologisme Kandiarousse. Madame, la spécialiste de l'école de son établissement, oui, on comprenait. Parce que celle-là avait toujours eu une relation aérienne au concept. Une relation complètement détachée au concept, à la pensée.
Mais ministre des Affaires étrangères de la France, il s'exprime pendant 3 minutes. Et il pond des incongruités stylistiques, rhétoriques, logiques, grammaticales, lexicales, chronologiques. Et ce sont ces gens-là qui sont les plus grands tortionnaires de Français aujourd'hui. Ils se vantent, ils sont Premier ministre, alors qu'il y a en France des gens infiniment mieux formés qui sont plus utiles, qui seraient plus utiles pour la France. Que ces gens-là que vous voyez, qui se vantent. Il y en a un qui dit « Oh, j'ai fait que 8 mois à la primature. » Tu n'as fait que 8 mois à la primature, mais dans ta vie, qu'est-ce que tu as fait avant? Est-ce que tu as même sérieusement fait tes études? Mais ils sont là, Bardella, il est là. Oui, j'ai fait une première année d'histoire géo, je me suis accroché, puis je suis président du FN, je vais être Premier ministre. Bientôt, je vais être président de la République. Mais il y a quand même des complexités dans un pays qu'on ne peut pas affronter si on ne s'est pas donné la peine d'apprendre. Et sont ces gens-là, plus ils sont médiocres, plus ils sont persécuteurs, plus ils sont violents. Plus ils sont médiocres, plus ils sont persécuteurs, plus ils sont violents. Je vous invite à écouter les émissions de Charles Gave, de l'Institut des Libertés, qui décrit très bien cette classe politique. Allez voir ce que Charles Gave dit de Macron. Allez lire les livres de Juan Branco sur Macron, notamment son fameux ouvrage Crépuscule. Je salue Juan Branco. Bon, écoutez. Donc, voilà la situation dans laquelle nous sommes. Monsieur Macron veut absolument m'empêcher de continuer à vous parler. M'empêcher de continuer à éveiller les Africains, m'empêcher de continuer à voyager dès que je le peux en Afrique et de continuer à participer à la réalisation de notre programme d'émancipation continentale, c'est-à-dire le retrait total des troupes néocoloniales françaises du sol africain, l'abolition, la suppression de la monnaie du CFA, la fin de l'ingérence des puissances étrangères occidentales, dont françaises, dans les affaires africaines, et le renouvellement des institutions africaines sur la base de la civilisation africaine elle-même. Il veut m'empêcher de continuer à servir ce noble programme. C'est pour cela qu'il me convoque. Alors, donc qu'est-ce qu'on va faire devant tous les plans qu'il a mis en place? D'abord, on va répondre sur le terrain judiciaire. Nous ne laisserons rien passer. Toutes les procédures judiciaires qui doivent être menées pour faire respecter tous les Africains de France, tous les Africains en France seront assumés par votre serviteur. J'ai la chance d'avoir à mes côtés des avocates et des avocats intrépides engagés. Et le collectif des avocates et des avocats qui soutient votre serviteur va continuer à se corser. Bientôt déferleront 50, 100, 200, 300 robes noires dans les tribunaux français. Si c'est ce que veut M. Macron. Le droit sera dit par de brillants avocats venus des 4 coins du monde. Parce qu'il s'agit là de tenter, en réalité, une nouvelle servitude. M. Macron est à la tête d'une manœuvre qui consiste à envoyer un message aux Français d'origine africaine, aux Français des Dom-Tom, aux Français d'origine maghrébine, qu'ils sont des sous-Français. Et que eux, ils doivent avoir une loyauté absolue au gouvernement. Quel que soit celui qui exerce le gouvernement, le Français d'origine africaine, le Français issu des Dom-Tom, le Français issu de l'immigration maghrébine, il doit obéir au gouvernement aveuglément. Parce que lui, il est éjectable. C'est ce message que Macron veut nous envoyer. Nous devons mener la bataille de la respectabilité de nos enfants. Il est hors de question que je laisse après moi une France dans laquelle mes enfants diront « Mais papa, tu nous as laissés dans une France où nous sommes considérés comme des sous-citoyens. » Ça ne va pas arriver. Ni en France, ni nulle part ailleurs, nous nous battons pour que les Africaines et les Africains soient considérés comme des hommes et des femmes à part entière et non entièrement à part. Donc, bataille judiciaire. La bataille médiatique se poursuivra. L'Institut de l'Afrique des Libertés, c'est plus de 40 cerveaux sur tous les continents. Nous continuerons à nous exprimer. Nous trouverons toutes les voies nécessaires pour continuer à nous exprimer. Parce que l'Afrique ne doit plus jamais redépendre des médias mainstream occidentaux, orientaux, nord-américains. C'est terminé. L'Afrique doit écouter les voix africaines. Elle doit écouter ses propres voix. Même si nous ne sommes pas des voix parfaites, nous ne sommes que des êtres humains, c'est nous qui devons être écoutés en Afrique. C'est nous, les Africains, en Afrique, qui devons être écoutés. L'Afrique doit être portée par des voix africaines. Écrivez ça. Donc, sur la bataille médiatique, je n'ai aucun doute. M. Macron va perdre. Ce qu'il a appelé sa guerre informationnelle, il l'a déjà perdu parce qu'il lui manque le personnel qualifié pour affronter
les cerveaux en éveil du continent africain. Comme l'a dit dans l'une de ses interventions, maître Corinne Jeanne et Léa Tangan, des millions de Franklin Nyamsi sont en train de germer et il sera bientôt impossible de rêver à persécuter un seul d'entre nous. Ça, c'est la réponse médiatique. En nous persécutant, vous décuplez notre audience. Vous obtenez exactement le contraire de ce que vous voulez. Là, je parle là. Il y a combien de personnes en direct? Ben, il y en a 7000 qui sont en direct. Quand je parlais en 2018 ou en 2019, il y avait beaucoup de monde quand il y avait 200 ou 300 personnes. Vous nous avez choisis par votre persécution. Vous nous avez élus par votre persécution. Vous nous avez élevés par votre persécution. Vous nous avez obligés à puiser dans les ressources profondes de notre génie. Vous nous avez obligés à nous inspirer. Vous nous obligez à nous solidariser, à nous unir. C'est le seul côté positif de votre persécution. Mais le côté négatif, c'est que les retombées seront catastrophiques. Donc, je viens au troisième point. 1, j'ai dit, bataille judiciaire, on va la mener. 2, la bataille médiatique, on va la mener et on va la gagner. N'ayez pas peur. Voilà, la génération africaine actuelle sur cette planète, personne ne peut nous reprendre le leadership du verbe qui habite les esprits. Terminé. Il y a une troisième bataille. C'est la bataille tactique et géostratégique, puisqu'ils ont décidé de procéder par des voies de fait pour nous priver de nos droits. Ils arrachent l'argent des personnalités étrangères qui ne leur sont pas soumises, n'est-ce pas? Ils arrachent les biens des personnalités étrangères qui ne leur sont pas soumises. Dans ce terrain va être appliquée la réciprocité du continent africain. Écoutez-moi bien. On spolie les Africains dans le monde. L'Afrique rétablit les Africains dans leurs droits en Afrique. Qui touche aux biens des Africains dans le monde doit s'attendre à perdre des biens en Afrique. Je recommence une deuxième fois. Qui s'attaque aux droits, aux acquis, aux propriétés des Africains dans le monde doit s'attendre à ce que les Africains lui rendent l'appareil en Afrique. Si vous voulez nous priver de ce qui est à nous ici, nous allons vous priver de ce qui est à vous là-bas. Est-ce que c'est clair? Et ça, c'est le mot d'ordre citoyen, international. Il faut que ceux qui s'amusent à priver les Africains de leurs droits soient privés de leurs droits. Et en Afrique, nous avons amplement de quoi priver de leurs droits ceux qui persécutent les Africains innocents. Est-ce que c'est clair? Il y a 3 niveaux de réponse. Il y a le niveau de réponse judiciaire. Il y a le niveau de réponse médiatique. Il y a le niveau de réponse tactique et stratégique. Quand vous allez les voir commencer à nous arracher nos biens, n'ayez pas peur, ils ont leurs biens chez nous. Ils nous arrachent leurs biens parce qu'ils prétendent que nous sommes chez eux. Nous leur arrachons leurs biens puisqu'ils sont aussi chez nous. Moi, qu'est-ce que je possède? 2 petits appartements ici en France. 2. Vous voulez arracher ça? Bon, arrachez. On verra ce que vous allez perdre en Afrique. Si ça sera seulement 2 petits appartements. Oui, il faut que les dirigeants français comprennent que les Africains ne se laisseront plus jamais intimider. Sur toute la planète, nous n'avons peur de personne. Nous ne provoquons personne, mais nous nous battrons pour nous faire respecter. Si vous partez du principe que vous avez le droit de nous arracher ce que nous avons de droit, nous partons du principe que nous avons le droit de vous faire exactement la même chose. Donc, arrachez, spoliez donc les Africains en France. Puisque ça vous dit, vous avez envie de passer à la vitesse supérieure. Vous avez commencé à arracher les contenus de comptes bancaires par-ci. Mais écoutez, vous avez des avoirs en Afrique. Vous avez des biens en Afrique. On va faire une péréquation. Vous avez des multinationales en Afrique. Vous avez des banques en Afrique. Vous avez tout en Afrique, là. Vous possédez des terres en Afrique. Vous avez des enclaves territoriales en Afrique. Amusez-vous à spolier les Africains en France. Vous allez voir. Chez moi, à Douala, on dit vous allez lire l'heure. Quand on vous propose une voie de sagesse pour créer de nouvelles relations franco-africaines, on vous propose une voie de sagesse pour mettre fin
au pacte néocolonial, pour commencer une véritable relation de fraternité, vous vous mettez sur vos ergots et vous menacez les Africains. Parce que c'est ce que vous avez fait depuis la traite négrière. Quand un nègre n'est pas content, il est mort. Eh bien, les nègres, ils sont assez morts. Et ils vous disent maintenant, si vous voulez nous tuer, vous aurez affaire à nous tous. Et vous ne pourrez pas nous tuer. Nous sommes assez forts maintenant en Afrique. Et bientôt assez forts dans le monde pour vous faire pièce. Donc, ne considérez pas que nous sommes à votre merci. Ne vous faites pas l'illusion que vous avez l'antique pouvoir du chef négrier. Le pouvoir du colon que vous aviez. Vous l'avez perdu. Vous êtes encore dans l'illusion que vous auriez un certain pouvoir de puissance. Même ce pouvoir de puissance, vous l'avez perdu. Vous aviez un certain pouvoir qui venait de l'excellence, du génie moral et intellectuel. Vous l'avez aussi perdu. Plus personne ne vous prend au sérieux, puisqu'on sait que vous ne respectez pas les principes que vous proclamez. Donc laissez les Africains tranquilles. Et acceptez de faire une révolution morale, une révolution comportementale et spirituelle. Préparez-vous à vivre dans un monde multipolaire où un Africain ne dominera pas un Français ne dominera pas un Africain ne dominera pas un Russe ne dominera pas un Africain ne dominera pas un Américain ne dominera pas un Africain. Un Arabe ne dominera pas un Africain ne dominera pas un Arabe. Un Chinois ne dominera pas un Africain ne dominera pas un Chinois. Vous devez vous préparer à entrer dans le monde multipolaire où tous les enfants du bon Dieu, locataires de la terre, se valent. Si vous ne voulez pas de cela, vous allez déclencher, en effet, la grande bataille finale. Les individualités seront sacrifiées, mais au final, vous perdrez. Parce que le rapport de force s'est modifié. L'ordre du monde a basculé. Il a basculé vers le sud global. Vous ne voulez pas en prendre acte. Vous voulez malgré tout organiser des guerres pour essayer de rectifier et reprendre la position d'impérium. Vous allez perdre ces guerres. Mais quand on a perdu la guerre, on perd encore plus violemment ses avantages que si on avait renoncé à faire la guerre et pensé à faire la paix. Donc voilà ma réponse. Vous posez un problème judiciaire, nous nous défendons judiciairement. Vous posez un problème intellectuel, médiatique, la bataille des idées. Nous nous défendons intellectuellement et médiatiquement. Vous commencez à nous spolier. Vous commencez à nous agresser. Vous commencez à vouloir nous éliminer. Alors vous nous imposez l'ultime bataille, vitale. Parce que nous avons le droit de vivre sur la terre. Nous, les humains d'origine africaine, comme vous. Et terminer cette époque où, quand nous vivions sur la terre, il nous fallait nous soumettre à vous, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous comprenez? C'est terminé. Quand vous me rencontrez, regardez-moi comme une personne qui vous regarde comme une personne. Ne rêvez pas un seul instant que dans ma tête je me dise, voilà un être humain supérieur. Il n'y a pas d'être humain supérieur. On peut avoir des responsabilités supérieures, mais on n'est pas un être humain supérieur. Nous sommes égaux. Dans la nature, nous sommes égaux face à Dieu. Et il n'y a de Dieu que Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu. Voilà, mes chers amis, ce que je tenais à vous dire. Je voudrais appeler les Africaines et les Africains à rester à l'écoute des informations. Les trois aspects de la bataille qui est imposée aux Africains sur la terre et ici en France, vous devez suivre et agir en conséquence. Vous devez suivre les informations, suivre ce qui se passe et agir en conséquence. On ne respecte sur la terre que ceux qui agissent en conséquence. Voilà. Donc je remercie une fois de plus Maître Djifutao Woshao Aboubek, Maître Alexis Ehou, Maître Corinne Jeanne Elea Tangan, Maître Sylvain Senda, Maître Geoffroy Balonga, Maître Mawaba Songe Baluki, Maître Taboula Mbeko et Maître Daniel Babin, de m'accompagner dans cette énième persécution dont j'aurais pu me passer. Là, nous sommes en pleine rentrée scolaire, en pleine rentrée académique. Je devrais avoir l'esprit consacré à aider mes jeunes enfants à reprendre correctement leur nouvelle année scolaire
et à me consacrer à mon activité pédagogique, me consacrer à mon activité de création, à mon activité citoyenne. Il me faut encore d'une main tenir la truelle et de l'autre l'épée, parce qu'on me l'impose. Uniquement parce que je suis le serviteur des pains spirituels de la liberté des Africains. Bon, écoutez, tout sacerdoce suppose des sacrifices. Je ne vous dirai pas que je suis surpris d'être persécuté. Mais je me serais attendu à ce qu'en France, en raison des enseignements de l'histoire, on fasse quand même preuve d'une plus grande sagesse. Malheureusement, il ne faut pas compter sur la sagesse des gens. Les gens sont ce qu'ils sont. Merci infiniment. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.